j'ai le plaisir d'accueillir à cette table ronde Patrick Cipriani, donc directeur de la sécurité aérienne, enfin directeur de la sécurité de l'aviation civile à la DGAC, qui est la Direction générale de l'aviation civile. Jean-Luc Charon, à ma droite, vice-président de la Fédération française aéronautique, qui fédère la plupart des aéroclubs, 600 aéroclubs français. Il nous l'expliquera. Et puis enfin, Aymeric de Vazier, qui est le cofondateur de Wingly, justement une plateforme numérique, une plateforme de coavionnage. Alors j'ai envie de vous poser tout de suite, de vous passer tout de suite la parole pour que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que le coavionnage, comment ça fonctionne, par exemple au travers du cas de Wingly. Et après, on en arrivera à la question de la réglementation et des problèmes que ça suppose. Donc, le coavionnage, il faut vraiment voir ça comme le prolongement d'une pratique déjà existante que les pilotes privés ont toujours fait, qui est le partage de frais. Donc aujourd'hui, un pilote privé a le droit de partager ses frais de vol avec ses passagers. Et aujourd'hui, Wingly vient matérialiser, vient digitaliser cette pratique. Donc concrètement, on met en relation des pilotes privés avec des passagers via une plateforme web pour qu'ils partagent les frais de leur vol. On a deux types de vols majoritairement sur la plateforme qui sont très axés loisirs. Donc c'est aussi bien des vols point A, point A, vraiment touristiques qui permettent de voir la région vue du ciel, ou alors des vols d'un point A à un point B, donc toujours dans une optique loisir, des allers-retours sur la journée, donc par exemple partir de Paris à Deauville pour une journée, faire un aller-retour à l'Île-Dieu sur la journée. Et donc les vols point A que j'évoquais au début, c'est plus des allers-retours, par exemple partir de Paris, faire les châteaux de la Loire, revenir sur la journée. Donc une activité qui est vraiment orientée autour du loisir. Et donc concrètement, comment ça fonctionne sur le site? Les pilotes s'inscrivent sur la plateforme en renseignant leur licence, leur nombre d'heures de vol, et ils postent ensuite les vols qu'ils ont prévu de faire. Donc l'offre vient vraiment du pilote, c'est lui qui véhicule l'offre sur le site. Et les passagers derrière, quand ils vont sur le site, voient les différentes offres postées par les pilotes et peuvent les réserver, peuvent s'ajouter au vol si le vol leur convient. Et ensuite, pilotes et passagers partageront les frais de ce vol. Et ils conviennent d'un horaire eux-mêmes, c'est pas horaire régulier, j'imagine. Non, c'est pas horaire régulier, c'est vraiment les pilotes qui vont dire j'ai prévu de voler tel jour à telle heure, et donc ils vont poster cette offre avec les informations sur le site. Et les passagers, si ça leur convient, pourront se joindre au vol qui était déjà prévu par le pilote. Mais juste, ça n'existait pas jusqu'à présent, ou c'est un marché en développement? Alors ça existait entre particuliers, donc les pilotes ont toujours partagé les frais avec leurs familles, leurs amis, des amis d'amis. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vient augmenter le rayonnement de l'activité et la visibilité du coavionnage en l'ouvrant au public. Donc on dit aujourd'hui le pilote privé a le droit de partager ses frais, pourquoi est-ce qu'il ne les partagerait pas avec d'autres enthousiastes de l'aviation, d'autres personnes qui souhaiteraient découvrir cette activité? Et donc globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient augmenter la visibilité de cette activité pour essayer de contribuer au rayonnement de l'aviation légère. Et par exemple, quel genre de point-à-point vous faites typiquement? Alors ce qu'on a majoritairement, c'est des vols sur une journée, sur un week-end. Si on part de Paris, on avait beaucoup de Paris-Deauville, beaucoup de Paris-l'Île-Dieu. On a aussi des allers-retours entre la Côte d'Azur et la Corse. Mais aujourd'hui, le marché qui est le plus opérationnel pour nous, c'est vraiment l'Allemagne, là où on a le plus de vols postés. Et c'est les mêmes genres de vols qui sont postés, c'est-à-dire des allers-retours sur une journée, des allers-retours sur un week-end, qui permettent vraiment aux utilisateurs de voir ça comme une activité à part entière, plus que comme un moyen de se déplacer d'un point A à un point B. C'est un peu comme Uber, quoi. Est-ce qu'on peut assimiler ça à... Alors, c'est très différent d'Uber, parce que la politique d'Uber, c'est que la demande vient des passagers, et c'est lucratif pour le pilote, pour le conducteur. Sur Wingly, donc on pourrait plus comparer ça à du Blablacar, même si l'activité n'est pas vraiment dans un but de transport, mais de loisir. C'est-à-dire que l'offre vient du pilote, et en aucun cas le pilote va faire de bénéfices. Donc la réglementation l'autorise à partager les frais, mais en aucun cas à faire des bénéfices. Sinon, on rentre dans un autre cadre de vol qui est une autre réglementation. Donc les prix qu'on peut voir sur votre site que j'ai consulté sont des prix qui couvrent uniquement les frais. Il n'y a pas de... Voilà, et ça c'est défini par un règlement européen. C'est vraiment les coûts directs du vol que les pilotes ont le droit de partager. Les frais de location de l'avion, les frais d'essence, et aussi tout ce qui est taxes d'atterrissage et parking. Alors, question maintenant peut-être à Patrick Cipriani. Comment s'est encadrée cette activité aujourd'hui en France? Est-ce qu'elle est encadrée par une réglementation ou faut-il faire évoluer la réglementation? Effectivement, comme ce qui a été dit, ce qui est possible, c'est le partage de frais, avec une conception qui était celle qu'on vient de rappeler, partage de frais entre personnes qui se connaissaient, amis, famille, etc.
La nouveauté qu'apportent des sites de coavionnage comme Wingly et d'autres, c'est d'ouvrir très largement au grand public, et plus que ça, d'offrir ce qui, dans bien des cas, est un réel service de transport. C'est-à-dire qu'on offre à l'avance à une personne extérieure la possibilité d'aller d'un point A à un point B par avion. Et ça, c'est vrai que cela nous pose un problème, non pas un problème d'ordre économique, de concurrence équitable, comme on a pu le dire parfois, ou encore de préservation de tel ou tel monopole corporatiste. Non, ce n'est pas du tout ça. Ça nous pose un problème de sécurité. Pourquoi un problème de sécurité ? Parce que tous ceux qui volent savent que les accidents les plus graves, les accidents mortels, interviennent en phase de croisière, bien souvent comme conséquence directe de décisions inappropriées du pilote, qui a voulu absolument joindre sa destination malgré des conditions, par exemple météo, qui ne s'y prêtaient pas. L'accidentologie des années récentes montre que ce qu'on a appelé, les spécialistes appellent ça l'objectif destination, la volonté d'aller à tout prix jusqu'à un point qui est sa destination parce qu'on a rendez-vous, parce qu'on veut rentrer chez soi. Tout ça, c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas vraiment cohérent, compatible avec le vol du pilote privé. La comparaison avec Blablacar était éclairante. Il y a une grande différence en aviation entre l'aviation de loisirs et l'aviation de transport. Il y a beaucoup plus d'accidents en aviation de loisirs, ça n'est pas un hasard. Les exigences de l'aviation de transport sont très élevées sur les licences de pilote, sur l'entretien des avions, sur la manière d'opérer. Et tout ça conduit à une très grande différence. Si je reprends l'exemple de la voiture, le permis de conduire du chauffeur de taxi n'est en rien différent du permis de conduire de vous et moi ou du chauffeur de Blablacar. En aviation, rien de tel. Lorsqu'on transporte des passagers, on est soumis à un ensemble de règles qui donnent lieu à des agréments. On est pilote professionnel. Il y a tout un dispositif qui permet d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant aux passagers. Et c'est là où on touche le cœur du sujet. Est-ce qu'on est dans du loisir avec le coavionnage ou est-ce qu'on n'est plus vraiment dans du loisir et on est autre chose ? La DGAC, nous considérons que la manière dont les sites aujourd'hui sont organisés font qu'on a quitté la sphère du loisir partagé entre connaissances, qu'on est rentré dans autre chose. Et cette autre chose est effectivement régie par des règlements plus exigeants parce qu'il faut garantir un niveau de sécurité satisfaisant aux passagers. Merci. Jean-Luc Charon, vous, en tant que vice-président de la Fédération de l'aéronautique, quelle est votre vision, votre position par rapport au coavionnage ? Alors, pour bien situer les choses, la Fédération française d'aéronautique regroupe 600 aéroclubs français. Nous exploitons, au travers de nos aéroclubs, 2400 avions. Nous sommes la deuxième fédération, deuxième regroupement de pilotes privés au monde après les États-Unis. Et nous effectuons, suivant les années, suivant la météo, puisque c'est essentiellement du VFR, entre 550 000 et 620 000, 630 000 heures de vol. Et toutes nos structures sont des structures associatives. Voilà. Donc ça pose le paysage. Combien de pilotes ? 42 000 licenciés, pilotes et élèves pilotes. Le coavionnage, j'aurais tendance à dire que dans un premier temps, question philosophique, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce qu'est le partage de frais, ça existe dans la réglementation. Et le coavionnage, après, je comprends bien, un titre journalistique, par abus de langage, on compare ça au covoiturage. Mais pour nous, Aéroclub, la réponse est très simple. Le coavionnage de pilotes privés sur des avions privés qui leur appartiennent, ce n'est pas notre affaire. Voilà, le problème dans un aéroclub, c'est l'encadrement, la structure associative et toutes les autres règles. Alors les règles aéronautiques, elles ont été rappelées par M. Cipriani, je ne vais pas revenir dessus. Nous, on a le problème des règles fiscales. Il faut savoir que nous avons de très nombreux contentieux partout en France, simplement pour des sites qui présentent leur aéroclub et affichent les prix de cotisation. Alors vous imaginez bien la lecture que peut faire le fisc de quelque chose qui peut s'assimiler à une œuvre de transport. On a ensuite un problème assurantiel qui est assez important. On en a parlé d'ailleurs avec les porteurs de projets. Et les solutions, elles existent, mais il ne faut pas que ces solutions conduisent à remettre en cause nos 550 000 ou 600 000 heures de vol pour en avoir peut-être 1 000 ou 1 200 de plus concentrés sur quelques individus. Il y a un équilibre un peu particulier. Donc il y a
le problème fiscal, le problème assurantiel, et puis aussi le problème, je dirais, de la vie de l'aéroclub, avec une structure associative et un responsable qui se retrouve d'ailleurs très souvent devant les tribunaux quand il y a des problèmes, qui est le président de club. Alors tout à l'heure, M. Cipriani a dit quelque chose qui est important. Il dit en aviation légère, il y a beaucoup d'accidents. Oui, c'est vrai. Il faut les regarder de près, parce que beaucoup de ces accidents sont le fait de pilotes qui n'appartiennent pas à des structures qui encadrent les pilotes. Et donc cet encadrement est absolument essentiel. Et nous, à aujourd'hui, puisque vous m'avez posé la question de savoir si on était pour ou contre, nous n'avons pas de position. Nous étudions le dossier. D'abord, nous attendons les éléments de réglementation aéronautique, et puis ensuite, nous étudions aussi tous les autres aspects fiscaux, assurantiels et de vie des clubs qui en découlent. Alors c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement sympathique comme ça, comme annonce, mais on a aussi une expérience. Alors vous connaissez la définition du pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. Donc on a des expériences comme ça sympathiques où le hasard a permis par exemple à des pilotes privés, n'est-ce pas, de faire de l'instruction et d'être rémunérés, alors qu'avant il fallait être nécessairement pilote professionnel. Et bien voilà, il y a des conséquences sur le plan de la réglementation sociale, il y a des conséquences fiscales, il y a des conséquences, etc., etc. Et ce qui était extrêmement sympathique il y a 3 ans, l'est beaucoup moins maintenant avec l'expérience. Donc, pour le coavionnage, pour ou contre, on est contre le pour et pour le contre. Bon. Émeric Devazier, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin... Il y a eu beaucoup de points soulevés, notamment par M. Cipriani, sur la réglementation et sur l'objectif destination. Et je sais que c'est là qu'on a une position très divergente sur l'objectif destination et sur les... Qu'est-ce que vous voulez dire, objectif destination? Donc l'objectif destination, c'est ce qui peut pousser un pilote à réaliser le vol, parce qu'il a un objectif à sa destination, même si les conditions ne sont pas optimales pour le vol. Alors justement, sur ce point, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Et donc sur ce point, on a une réponse qui est assez claire, c'est de dire aujourd'hui, la plateforme finalement vient améliorer la pression des passagers sur le pilote, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pilote qui dans tous les cas allait faire son vol, on ne peut pas le contrôler. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les vols de coavionnage qui ont lieu à travers la plateforme. Comment est-ce qu'on peut influencer cet objectif destination et s'assurer que le pilote ne subisse aucune pression supplémentaire venant de la présence de passagers extérieurs. Et donc, pour nous, cela passe par une communication vraiment intensive et une sensibilisation aux passagers à ce qu'est l'aviation légère, au fait que le vol peut être annulé à tout moment pour des causes météo, pour les aléas aussi que peuvent être les machines, ou parce que le pilote tout simplement ne se sent pas bien. Et donc sur le site, dans le process de réservation d'un vol via les plateformes, il y a toute une partie vraiment sensibilisation où on rappelle aux passagers les différences de standards entre l'aviation privée et l'aviation commerciale, notamment sur les licences du pilote, sur les avions qui sont utilisés, mais aussi sur la forte probabilité d'annulation d'un vol. Et donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour dire aujourd'hui que le coavionnage, ce n'est pas un moyen de transport, ce n'est pas une offre de transport, mais c'est vraiment une activité à part entière. Et du coup, quand on nous demande « j'ai besoin d'aller de Paris à quelque part, tel jour, à telle heure », on répond que ce n'est pas adapté. Et aujourd'hui, ce n'est pas le but de Wingly. Le but de Wingly, c'est vraiment les vols de loisirs. Et donc, avec des passagers qui sont bien sensibilisés à ce qu'est l'aviation légère, aux contraintes et à la possibilité d'annulation, alors il y aura moins de pression mise sur le pilote. Et on dit même que ça contribue à améliorer la sécurité, puisque les passagers qui passent par Wingly sont mieux sensibilisés qu'un ami d'amis, que la femme de l'ami qu'on a rencontré à tel endroit et qui ne connaît rien à l'aviation légère. Et donc, avec des passagers qui passent tous par le même process sur la plateforme, on peut vraiment contrôler cette communication envers les passagers et cet objectif destination. Mais vous contrôlez les pilotes aussi, leur licence, enfin qu'ils aient bien tout le... Aujourd'hui, on vérifie l'expérience des pilotes. Oui. On vérifie la licence du pilote et son expérience. Ensuite, aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits pour travailler sur un cadre réglementaire pour le coavionnage. Quelle est la limite qui devrait être mise en place en termes de nombre d'heures de vol? Une expérience totale, une expérience récente. On a déjà mis une première étape sur le site en termes de limitation d'heures de vol. Et aujourd'hui, on attend les travaux qui ont lieu entre la DGAC et l'EASA pour mettre en place ces limites sur les plateformes. Bah, ça tombe bien. Alors, Monsieur Cipriani, peut-être vous pouvez nous éclairer sur les travaux en cours. Oui, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que les différentes discussions qu'on a pu avoir avec les porteurs de projets, avec l'Agence européenne de l'autre côté, se dégage un consensus sur la réalité du risque, si rien n'est fait. Et c'est ce qui vous a poussé à mettre des choses sur votre site, et tout ce qui est la sensibilisation dans ce sens-là est intéressant, va dans le bon sens. Consensus sur le risque, mais comment y faire face? Alors certains estiment que la sensibilisation et l'information suffit. D'autres, dont nous faisons partie, estiment qu'il est nécessaire d'un peu plus cadrer l'activité, par exemple sur les qualifications du pilote, en fonction peut-être du type de vol, l'expérience du pilote,
la manière dont sont menées les opérations. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être décrites et qui mériteraient d'être inscrites dans la réglementation pour quitter cette situation où aujourd'hui on n'a qu'une alternative extrêmement contrastée, le monde du loisir avec ses caractéristiques et le monde du transport de passagers, transport commercial de passagers avec ses caractéristiques. Et on voit bien que le coavionnage ne tombe bien dans aucun des modèles. Alors ces discussions sont en cours, elles vont se poursuivre dans les mois à venir. Les pays européens ne sont pas tous sur la même longueur d'onde là-dessus, même si il y a, comme je le disais, un consensus sur le constat du risque. Les Hollandais, par exemple, ont une position très proche de la France. Les Allemands ont une position assez différente, de lecture plus. Que vous qualifieriez de quoi par rapport à la position de la France ? Une position de lecture juridique du règlement. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le règlement, selon eux, ne l'interdit pas et donc ça n'impose aucun problème. Simplement, le règlement n'avait pas été fait pour tenir compte du dispositif de coavionnage à l'époque. Et il y a des pays qu'on ne peut pas suspecter d'être exagérément contraignants par principe, que sont les États-Unis, où là, l'activité est carrément interdite. Donc on voit bien que la perception des uns et des autres est assez différente, mais j'insiste sur le consensus qui s'est fait sur la notion de risque, si rien n'est fait, si rien n'est encadré. Donc on essaie de travailler à ce sujet. Et peut-être que je rajouterais qu'on a travaillé avec les porteurs de projets pour bien faire comprendre les conséquences de développer une offre de transport de passagers, une offre commerciale, avec les certificats de transporteurs aériens qui vont avec, ce à quoi répondent les compagnies aériennes, qu'elles soient grosses ou petites. Et certains des collègues d'Émeric à mes côtés, pas lui, mais d'autres porteurs de projets, ont choisi de s'orienter vers ça, c'est-à-dire de transformer ce qui était au départ du coavionnage vers une offre de transport de passagers sur petit avion, ce qui est possible, mais qui est effectivement beaucoup plus exigeant. Et il y a beaucoup de plateformes comme la vôtre en France, en Europe, qui sont les pays les plus en avance. On est plusieurs plateformes sur le marché, donc on est plusieurs en France, on a d'autres concurrents en Allemagne et aussi du Portugal. Juste pour revenir sur le point du concurrent en question qui a voulu demander un CTA, donc un certificat de transporteur aérien. Dès le début, il s'est affiché comme étant quelqu'un qui voulait donner une offre de transport à destination des cadres et à destination des personnes axées business, qui n'est jamais l'orientation que nous avons prise. Et qui explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il a été contraint et obligé de prendre le CTA, puisque s'il voulait répondre à une offre de transport et véritablement transporter quelqu'un d'un point A à un point B, le seul cadre était finalement le CTA. Là où le coavionnage n'a jamais voulu garantir une offre de transport. CTA, certificat de transport aéronautique. Voilà. Et donc le CTA qui est voilà. L'agrément que doit respecter une entreprise de transport. Il s'appelle comment, si je suis pas indiscret, ce concurrent OMyFly. OMyFly, d'accord. Donc lui, il a plutôt été vers des vols professionnels, pour les professionnels. Exactement, oui. Qui est une approche différente du marché, qui n'est pas du tout le même objectif final. Jean-Luc Charon, pour ce qui est de la réglementation, qu'est-ce qu'il faut changer ? Alors, ce qu'il faut changer, encore une fois, je suis très content que M. Cipriani soit là, mais je répète, il faudrait aussi qu'il y ait le fisc, il faudrait qu'il y ait beaucoup de monde. Quand on fait des comparaisons étrangères, il faut comparer des choses comparables. Le Portugal, je suis très content de savoir qu'il y a des plateformes de coavionnage, mais enfin, le Portugal, ça doit être 1500, 2000, 2500 pilotes. Bon. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont des aéroclubs qui regroupent en fait des pilotes qui sont privés avec leurs avions privés. Il n'y a pas le principe de partage déjà des avions que nous avons dans les aéroclubs français. Donc voilà, il y a déjà des énormes différences. Il faut quand même s'interroger sur le cas de ce petit pays aéronautique que sont les États-Unis et qui ont été amenés à interdire le coavionnage. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a combien 500-600 000 pilotes Non, 380 000 380 pilotes aux États-Unis à la OPA. Donc il y en a quelques-uns qui ne doivent pas appartenir à la OPA. Donc ça nous fait peut-être 410 000, 420 000. Voilà. Donc pour nous, la question, c'est une question globale. Ce n'est pas de l'examiner selon un seul critère. Et
Et si on reste uniquement sur l'angle de la sécurité aérienne, qui est un angle extrêmement important, on ne voudrait pas que des évolutions réglementaires conduisent à remettre en cause ce qui existe déjà pour nos aéroclubs, notamment en ce qui concerne les baptêmes de l'air et ce qui concerne le partage de frais tel qu'il se présente actuellement. Il ne faudrait pas qu'une activité qui, même si elle se développe par rapport à ce que nous sommes actuellement, 550 000 heures de vol, 600 000 heures de vol, ce n'est pas rien. On ne voudrait pas qu'une activité qui, par rapport à ces chiffres-là, restera marginale, même si elle se développe, vienne modifier les conditions existantes actuellement pour le partage de frais. Donc on est tout à fait favorable à ce que la réglementation évolue pour que les plateformes puissent exister. On n'a rien contre. Mais il ne faut pas que ça remette en cause ce que nous savons déjà faire et qui fonctionne depuis plus de 80 ans. Voilà. Vous avez évoqué plusieurs fois le fisc. C'est quoi le problème avec la fiscalité ? La fiscalité, c'est très simple. C'est l'idée de faire de la publicité. C'est-à-dire le simple fait pour le fisc d'annoncer quelque chose sur des plateformes Internet est assimilé à une démarche commerciale. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des éléments contre. Il y a eu une étude qui a été faite par votre avocat et cette étude est très intéressante. Nous l'avons regardée ensemble et elle se termine par il y a quand même un risque résiduel. Alors c'est un très beau nom, risque résiduel. Ça veut dire que il peut quand même y avoir un pépin. Donc je répète ce que j'ai dit. Si l'avocat qui a fait l'enquête et qui est là est prêt à assumer tous les procès que nos aéroclubs pourraient avoir en raison du coavionnage et à assumer les conséquences financières qui en découleraient, on est tout à fait favorable pour développer le coavionnage dans nos clubs. Pour revenir sur l'aspect fiscalité, il y avait un point qui était soulevé, c'était la publicité des vols qui a été soulevée par M. Cipriani et M. Charon. Donc il y a tout d'abord l'aspect pour un pilote, est-ce qu'il a le droit de faire de la publicité sur ses vols ? Et c'est quelque chose que l'EASA, l'Agence européenne pour la sécurité aérienne, a confirmé en mars dans une lettre qu'ils ont envoyée aux plateformes que le coavionnage était bien légal vis-à-vis du règlement européen AirOps qui entre en vigueur en France le 25 août. Et dans leur lettre, ils utilisent le mot « advertise » en anglais qui veut dire quand même mettre en avant, et donc qui autorise le pilote à mettre en avant ses vols sur des plateformes telles que Wingly. Alors, juste une chose, je suis 100% d'accord avec vous, Aymeric. Et nous avons eu, il n'y a pas plus tard que 15 jours, un rendez-vous avec Patrick Ky, qui est le patron de l'EASA, enfin le directeur exécutif de l'EASA, et qui a bien dit, ça c'est sur l'aspect réglementation aéronautique. Mais sur l'aspect fiscal, ça n'a rien à voir. Et je comptais revenir sur l'aspect fiscal, justement. L'étude effectuée par votre avocat avait deux angles dans l'étude. La fiscalité, qui était la première partie, et la responsabilité des dirigeants, qui était la seconde partie. Et les conclusions de la première partie étaient très claires. C'est tant que l'aéroclub n'a pas de relation directe, contractuelle avec les plateformes, alors l'activité du pilote n'engage que lui. C'est donc une activité privée pour le pilote qui ne peut en aucun cas remettre le statut fiscal de l'aéroclub. Alors, c'est là où on rentre après dans des débats techniques, parce que tout à l'heure... C'est bien, c'est bien. Non, mais tout à l'heure, vous avez évoqué, vous contrôlez les pilotes. Très sérieusement, si on veut contrôler les pilotes, il faut les contrôler en allant à la source, et pas uniquement dans le déclaratif, c'est-à-dire sur nos systèmes informatiques à nous, qui disent où en sont les pilotes. Est-ce qu'ils ont fait les heures de vol qui conviennent bien ? Est-ce qu'ils ont volé dans les 2 derniers mois ? Est-ce qu'ils ont fait les éléments qui leur permettent l'emport de passagers ? Bon, je ne vais pas vous rappeler toutes ces règles-là. Et pour le faire, il faudrait qu'il y ait une connexion avec nos systèmes. Et dès lors qu'il y a une connexion avec nos systèmes, il y a ce lien par rapport au fisc. Donc, vous voyez, quand on rentre dans le détail du dossier et dans la réalité des faits, les choses sont moins faciles. Je ne dis pas qu'on n'arrivera pas à trouver des solutions sous cet angle-là. Mais à aujourd'hui, nous ne les avons pas. Nous n'avons même pas le début de la boîte à outils. En revanche, nous avons la volonté de dialoguer. Mais est-ce que vous avez saisi Bercy de ce problème, ou pas encore Bercy n'a pas été saisi du problème pour l'instant. Ouais. Et pour saisir Bercy, il faut déjà faut bien poser la question. Et la manière de poser la question est absolument fondamentale. D'accord. Donc c'était à vous de développer un fan club. Oui, je comprends bien. Et pourtant, c'est un arrêté qui date de 81 qui autorise les pilotes privés à partager les frais.
Et cet arrêté ne mentionne en aucun cas une connaissance quelconque ou quoi que ce soit entre le passager et le pilote. Il mentionne juste un pilote privé dans ses privilèges. Donc c'était avant 20 ans. Merci, monsieur. Patrick Cipriani, pour l'Europe. Comment l'Europe, elle, voit par rapport à la position française? Est-ce qu'il y a des... Comme je l'ai dit, on travaille avec nos homologues européens et l'agence européenne. J'ai le sentiment que la prise de conscience progresse. Alors on va voir ce que tout ça donne dans les mois qui viennent. En tout cas, côté français, on reste convaincu que laisser le coavionnage sans autre encadrement comme aujourd'hui serait une grave erreur en termes de sécurité aérienne. Et c'est ce qui fonde vraiment notre position aujourd'hui, c'est ce qui continuera à la fonder. On verra si on arrive à influer les règles européennes dans ce sens avec d'autres pays ou pas. En tout cas, on continuera à défendre ce point de vue. Mais voilà pourquoi, au fond, si on laisse cette activité se développer, le risque augmenterait. C'est à cause du problème de la destination, des objectifs de destination, ou c'est... Parce qu'aujourd'hui, il y a des vols, il y a, comme l'a rappelé... Oui, il y a des vols. Il y a quand même une certaine différence entre... le principe même de la plateforme Internet, ça démultiplie l'information, ça démultiplie le nombre de personnes qui peuvent en bénéficier. Et c'est l'objectif, c'est tout à fait l'objectif de la démarche. Dès lors qu'on se situe, je vais prendre l'exemple le plus marquant, dans un voyage d'un point A vers un point B. On a là, alors que dans les vols d'aéroclub, bien souvent on a du vol local, ou alors on a du vol de voyage, mais qui est déterminé par la météo. Bien souvent, on décide de prendre l'avion pour la journée, on prévoit d'aller à tel endroit, mais on change d'avis au dernier moment parce que la météo n'est pas terrible, donc on va tout à fait ailleurs. Tout ça se gère bien, doit bien se gérer si on a des pilotes responsables, mais quand on a des acteurs extérieurs, des passagers avec qui on a passé une espèce de contrat, c'est peut-être beaucoup dire, mais il y a quand même une trace écrite comme quoi il y a un engagement, comme quoi le pilote s'est engagé à aller d'un endroit à un autre à une certaine date, à un certain horaire. J'ai bien compris toutes les précautions que vous mettez, mais il y a quand même cet acte. Le passager, il aura envie de bénéficier de ce qu'on lui a proposé. Et alors qu'en club, aujourd'hui, on peut modifier la destination, on voit bien que les plateformes de coavionnage vont pousser vers ce mode qui, en termes d'engagement et de contrat moral, en quelque sorte, se rapproche beaucoup plus simplement d'une offre de transport, c'est-à-dire partir d'un endroit à un autre, à un horaire déterminé, avec des conditions de sécurité satisfaisantes. Et cette frontière est délicate, et on peut la pousser dans un sens ou dans un autre, suivant la manière dont on présente les choses. Mais on est convaincu qu'à multiplier les vols de ce type, on va avoir la multiplication des cas de figure de mise en danger, parce que volonté d'arriver absolument à la destination prévue, sous pression des passagers, et ça on sait parce qu'on a 20 ans d'accidentologie d'aviation légère derrière nous, on sait que c'est le sujet sur lequel les risques sont les plus importants. Oui, Émeric, vous aviez l'air... Juste pour rebondir sur l'engagement, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucun engagement du pilote à réaliser le vol. Et c'est sur cette phase, sur l'engagement, justement, qu'on communique bien envers le passager que le vol peut être annulé à tout moment et que ce n'est pas une offre de transport avec une garantie de transport. Et donc, à tout moment, le pilote peut annuler le vol et il n'y a aucune pression liée à l'argent, à l'échange d'argent qu'il peut y avoir dans le partage de frais, puisque si le vol est annulé, dérouté ou s'il y a un changement de plan, si jamais le vol est annulé, le passager est entièrement remboursé. Et si jamais il y avait un déroutement ou un changement de vol, alors, si le vol était plus court, le passager serait remboursé des frais qu'il avait avancés. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment aucune obligation pour le pilote de réaliser le vol. Et c'est sur ce point qu'on insiste beaucoup du côté pilote pour bien leur dire vous n'avez aucune obligation de faire le vol, mais aussi du côté passager, qui soit sensibilisé et conscient que le vol, à la dernière seconde, peut être annulé. Alors du coup, est-ce qu'il faut que le règlement français prévoie ça très clairement
Et est-ce qu'il faut qu'il prévoie un certain nombre d'heures de vol pour le pilote? Est-ce que c'est là-dessus qu'on travaille avec l'agence. Alors, on rentre dans un schéma où la réglementation est d'abord européenne, à partir notamment d'août 2016 de cette année. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de marge de manœuvre au niveau des États, mais l'essentiel est européen. Donc, d'où l'importance d'avoir une approche européenne sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on discute au niveau européen avec nos homologues et l'agence. Mais effectivement, ça peut passer par de l'encadrement plus clair de l'expérience des pilotes, du niveau des pilotes et de la manière dont on gère les opérations. Juste une question, quand sera-t-il en vigueur ce texte que vous préparez? L'objectif, c'est... Le nouveau règlement européen intervient en août 2016, donc oui. C'est dans les mois qui viennent. Jean-Luc Charon? Oui, beaucoup de choses. Vous voyez bien qu'on parle toujours des aéroclubs. Encore une fois, problème, je ne sais pas si c'est un problème, c'est plutôt un bienfait. Dans les aéroclubs, il y a une structure autour du pilote. Et on ne peut pas ignorer cette structure. Ce n'est pas que le pilote qui est en rapport avec les passagers. C'est un pilote qui appartient à une structure et qui s'est par ailleurs engagé à respecter le règlement intérieur et un certain nombre de choses qui sont spécifiques à l'aéroclub. Sur objectif destination, c'est vraiment un point très important. C'est un point très important et on a travaillé dessus. Alors, ce que vous dites, c'est sympathique, mais l'information d'un passager, est-ce que ça va suffire pour qu'il ne fasse pas pression sur le pilote? Et puis, est-ce que si pression il y a, est-ce que le pilote résistera? Ça, c'est du domaine du vœu pieux et nous sommes une fédération laïque. Donc, et par rapport à Objectif Destination, on a énormément travaillé sur ce sujet, à tel point qu'on a mis en place un système qui est une garantie d'assistance pour que le vol était bien à l'aller, ou même lors du trajet, il y a un problème, la météo se dégrade, eh bien le pilote se pose, il fait appel à notre garantie assistance, et la garantie assistance le rapatrie de manière à ce qu'il ne soit pas incité à poursuivre son vol ou à revenir coûte que coûte. Et ceci, même s'il y a des passagers avec lui. Alors typiquement, voilà, ça c'est un travail long que nous avons mis en place, qui est particulièrement compliqué sur le plan assurantiel pour arriver à trouver un équilibre et le faire à un coût relativement raisonnable. Ben, typiquement, nos assureurs ont dit, attention, si vous développez le coavionnage, là, il va falloir qu'on revoie tout ça. Voilà un exemple, ce n'est qu'un exemple, de ce que le coavionnage peut poser comme problème. Alors quand je dis poser un problème, ça veut aussi dire que si on pose bien le problème, on peut peut-être trouver des solutions. Mais on n'aura pas de solution d'ici les mois qui viennent, ça c'est clair. Il y a une étude lourde à faire. Sur le cadre assurantiel, justement, ce que proposent les plateformes, c'est de prendre en compte l'activité du début à la fin. Et toutes ces thématiques assurantielles, on travaille beaucoup dessus avec des assureurs à l'échelle européenne pour mettre en place ces garanties qui ont été mises à l'échelle française par la FFA pour les pilotes français, pour les mettre en place pour les vols de coavionnage spécifiquement. Merci. On peut peut-être passer aux questions de la salle. Alors, il y en a une devant. Si vous voulez bien vous nommer auparavant. Il y a une question devant, là. Voilà. Bonjour, je suis Pedro, je suis membre d'un club en région parisienne. Il y a un point que vous soulevez régulièrement et finalement, personne n'a l'air de vouloir poser le doigt sur le bon sujet. Vous dites qu'il y a plein d'accidents. J'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Sinon, on en entendrait probablement beaucoup plus parler. Je vois plutôt des pilotes responsables lorsqu'ils prennent leur avion et lorsqu'ils prennent des gens avec eux dans leur avion. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a effectivement d'accidents par an pour qu'on puisse nous comparer par rapport à d'autres sujets tels que la voiture ou le climat ou l'alcool, par exemple? Je me souviens pas avoir dit qu'il y avait plein d'accidents. Il y a plus d'accidents en aviation légère qu'en aviation commerciale. Non, mais combien Mais attendez, permettez que je finisse ma phrase pour vous répondre. Il y a à peu près une 50aine de morts par an, et ce depuis pas mal d'années, en France seulement, en aviation légère. C'est une tendance qui ne baisse pas, à la différence de l'aviation commerciale, où régulièrement la performance de sécurité s'améliore d'année en année. En aviation générale, elle ne baisse pas, et c'est un sujet de préoccupation. Alors vous dites s'il y avait
des accidents, on en entendrait parler. Certains en entendent parler, je crois. Et ça veut dire simplement que ce niveau d'accidentologie est un niveau qui est finalement accepté à la fois par les pratiquants, qui l'acceptent en continuant à pratiquer, comme vous-même, hein, sûrement, et accepté par le public aussi, qui doit considérer, comme d'autres activités sportives, que ça fait partie des risques librement acceptés par les pratiquants, comme la montagne, l'alpinisme ou la plongée. Mais on a effectivement un niveau de dangerosité, en quelque sorte, ou d'accidentologie plus élevé que le transport commercial, et c'est naturel. Lorsque vous payez un billet d'avion pour être transporté, vous n'avez pas d'autre souhait que d'être transporté d'un endroit à un autre en pleine sécurité. Lorsque vous volez, vous avez le souhait de faire un certain nombre de choses, voler, découvrir, etc. Et de fait, on constate que même si c'est un peu plus dangereux, eh bien, c'est librement accepté par les pratiquants. Alors, vous me posez la question de la comparaison des modes de transport. Je vais vous répondre. La moto, c'est considéré comme une activité qui n'est pas sans risque. En France, on a un décès pour 5000 pratiquants en moto. En avion, petit avion, avion léger, on a un décès pour 2600 pratiquants, c'est-à-dire 2 fois plus. Voilà. J'aimerais juste apporter 2 spécifications sur les 50 morts que vous signaliez. Ça prend en compte 2 activités, les ULM et les avions certifiés. Aujourd'hui, les plateformes de coavionnage sont majoritairement ouvertes qu'aux avions certifiés, ce qui représente 10 accidents mortels sur l'année 2015 et 17 morts. Donc ça réduit déjà considérablement les chiffres. Ensuite, les statistiques avec la moto prennent en compte une moto avec une personne dessus, comparé au nombre de pratiquants, alors qu'un avion léger a souvent 2, 3 ou 4 personnes à bord. Donc ramener ça au nombre de pratiquants est un peu minimaliste, puisqu'on ramène ça au nombre de pilotes et pas au nombre de personnes qui prennent place dans les avions. Bon. Alors, une question derrière, là. Oui, l'importance... C'est bon, vous entendez? C'est bon? Oui, d'accord. Bon, l'importance, si vous voulez, c'est justement dans les aéroclubs, au moins vos avions sont entretenus. On sait quel type d'aéroclub il faut fréquenter, parce qu'il y en a des plus ou moins bons, hein, il faut le dire. Mais ceci étant, on sait dans la pratique quels sont les meilleurs, etc., comment l'avion est entretenu. Et avec les contrôles, parce qu'il y a des contrôles, hein, il ne faut pas croire que... Et c'est surtout, effectivement, quand c'est dans les vols à vue, ça pose des problèmes, parce qu'effectivement, moi, un jour, j'ai failli me payer un aigle. J'ai évité, mais bon, c'était au dernier moment. Une autre fois, j'ai crevé au décollage, mais je savais plus sur quel pneu. Ça, c'est vrai que c'est emmerdant. Et une troisième fois, j'ai été dérouté par un nuage. Bon, c'est vrai que c'est des conditions météo. Même j'aurais été en vol IFR, j'aurais eu le même problème, si vous voulez. Donc, c'est pas tout simple, hein, mais c'est comme pour une voiture. Vous pouvez avoir des pannes, des techniques, etc. Je vous dis ça parce que... Mais il ne faut pas décourager ce jeune qui veut faire un cofondateur de Wingly. Là. Moi, je trouve ça très, très bien. Moi-même, j'y avais pensé parce que j'avais une maison à Perpignan. Je voulais sans arrêt faire Paris-Perpignan très facilement par un propre avion et mettre des gens avec moi. Alors, il fallait que ce soit de la famille, etc. Oui, non, mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ceci étant, soyez pas... lui mettez pas des bâtons dans les roues. C'est tout ce que je vous demande. Merci. Bon, voilà, vous avez un avocat. Quelqu'un voulait réagir à ça ou c'est bon? Merci beaucoup pour votre soutien, monsieur. Il y a une question là-bas. J'ai une question pour Qui êtes-vous? Excusez-moi, vous pouvez juste... Oui, pardon, Émeric Lazare. Je travaille pour Dassault Aviation. Une question, savoir pour la DGAC, savoir si les pilotes étaient mis dans la boucle, pour savoir si vous preniez l'avis de tous les pilotes qu'il y a autour de vous pour prendre des décisions d'un point de vue sécuritaire, pour vraiment essayer de prendre la mesure de cet objectif destination. Autre question, est-ce qu'on ne serait pas plus expérimenté si on faisait plus d'heures de vol? Et donc, est-ce que le coavionnage ne permettrait pas de sécuriser aussi la pratique de l'aviation légère? En additionnant des heures de vol. Alors non, on ne prend pas nos décisions sans rien connaître à l'aviation. Non, rassurez-vous. On discute avec les pilotes, on discute avec les fédérations, on discute avec le bureau enquête accident qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. On est pilote nous-mêmes, que ce soit en aéroclub ou ailleurs. Et tout ça aussi bien pour l'aviation légère que pour l'aviation commerciale.
C'est vrai que plus on vole et plus on est expérimenté, et que ça va dans le sens de la sécurité, c'est exact. Alors après, il faut trouver le bon compromis. Ça ne nous semble pas une justification suffisante pour pousser au développement du coavionnage. C'est probablement un plus, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais de la manière dont on pourrait imaginer de mieux préserver cette activité en l'encadrant de façon plus claire, l'expérience du pilote ou son niveau de qualification, c'est quelque chose d'important. Et pour rassurer monsieur, l'objectif n'est pas de mettre des bâtons dans les roues, hein, l'objectif est d'éviter les accidents. Voilà, c'est tout. Pour compléter peut-être la question, est-ce que les aéroclubs ne pourraient pas, eux, participer à ce développement et créer leur propre structure de coavionnage ? Oui, c'est une piste qui est tout à fait envisageable. À aujourd'hui, il faut être clair, hein, nous discutons avec les plateformes, nous posons les problèmes et on essaie de trouver des solutions. Encore une fois, quand on a identifié des risques et qu'au final on arrive sur un risque dit résiduel et que nous supportons ce risque résiduel, ça nous pose nécessairement problème. Sans compter que tout à l'heure, monsieur, vous évoquiez les pilotes. Il faut savoir que dans une structure aéroclub, dès qu'il y a un problème, la machine juridique infernale se met en place et c'est le président de club, c'est le chef pilote qui sont mis en cause dans quantité d'affaires de nature complètement différente, mais il y a toujours cette responsabilité-là. Et donc, on ne peut pas l'écarter. Et notre point de vue n'est certainement pas de mettre des bâtons dans les roues, mais de trouver les bonnes pistes de dialogue. Alors, notre temps, ça c'est l'autre point, notre temps n'est pas le même que le vôtre. Vous êtes dans le monde dit des start-up. Si nous prenons le cas de la Fédération française aéronautique, qui a été cofondatrice de la Fédération aéronautique internationale, eh bien c'est une vieille dame de plus de 80 ans et qui évolue, qui est toujours là, hein, qui évolue, qui fait vivre l'aviation légère en France, qui l'a fait vivre un petit peu avant vous et sans doute après vous. Et on prend un certain nombre de précautions pour maintenir l'activité dans de bonnes conditions, intégrant toutes les nouveautés. Mais on les intègre peut-être pas à la vitesse à laquelle vous souhaitez. Voilà. C'est un problème de génération alors Non, c'est juste un problème de vision différente. Si on veut être clair, les plateformes de coavionnage, comme beaucoup de start-up, ont vendu à des capital risqueurs un principe, à des gens qui n'ont pas nécessairement une connaissance de l'aéronautique et des gens qui sont dans le monde de la finance, qui ont une trentaine d'années, qui voient Uber ou d'autres solutions permettre de gagner de l'argent dans un temps relativement bref, ont des visions qui sont relativement courtes et nous avons une vision un petit peu plus longue. Donc j'aurais tendance à dire que ce sont aussi des modèles économiques qui peuvent être un petit peu différents, voilà, globalement. Pour ajouter une petite touche sur la levée de fonds que vous mentionniez, 70 voire 75% des investisseurs sont eux-mêmes pilotes privés. Autre question, tout au fond, merci. Bonjour, Thomas Schrastek. Je voudrais savoir si vous auriez quelques chiffres que vous pourriez communiquer sur Wingly, parce que monsieur a communiqué les chiffres de la FFRA sur le nombre de pilotes, le nombre d'heures par an. Aujourd'hui, à ce stade de votre développement, Wingly, c'est combien de pilotes, combien d'annonces, combien de vols par semaine, pour avoir un ordre de grandeur de la taille en fait, du phénomène? On a lancé sur le marché français il y a 1 an, donc le 9 juillet dernier. On a fait face assez vite à des réticences de la part des syndicats et de la DGAC qui a mis l'activité au ralenti depuis maintenant septembre dernier. On a donc lancé en Allemagne, on a eu un feu vert de la réglementation, donc on a lancé début février. Aujourd'hui, en termes de chiffres, sur l'Allemagne, on a déjà une base utilisateur de plus de 6000 membres, dont environ plus de 1000 pilotes. Il y a environ 300 vols en ligne en permanence sur la plateforme et ça représente par week-end une soixantaine de passagers transportés qui font un vol avec la plateforme. Et 0 accident. Donc les Allemands vont encore nous battre. Une autre question? Non? Bon, ben on va peut-être... Ah, je voulais quand même vous poser une question. C'est que j'ai vu aussi une autre tendance dans les jets d'affaires, de coavionnage, d'avions qui repartent à vide. Donc du coup, on essaye de remplir l'avion avec 4 personnes. Est-ce que c'est du même ordre ou pas du tout, Patrick Cipriani? Bon, ça c'est assez différent en fait. Bon, s'agissant de jets, il s'agit d'aéronefs qui ont des exigences beaucoup plus élevées, qui se rapprochent du transport commercial en termes de maintenance, en termes d'opération, etc.
Et là, la frontière est assez claire entre l'offre de transport, qui est soumise à un certificat de transporteur aérien, et ce qui est possible de faire avec ces jets, qui est du transport pour compte propre, c'est-à-dire du transport du propriétaire ou du transport de l'entreprise qui possède l'avion. Alors, il y a ces deux modèles qui sont très clairs. Effectivement, il s'agit que chaque opérateur se cale bien sur l'un ou l'autre. Soit on fait du transport de tiers payant et on est dans le transport commercial, soit on est avec son avion ou l'avion de son entreprise et on transporte soi-même ou ses salariés et on est dans le transport pour compte propre qui ne nécessite pas de dispositions particulières de type transport commercial. Ok, très bien, merci. S'il n'y a plus de questions dans la salle, nous allons clôturer cette table ronde.